Alors jusqu'à présent, j'ai eu peur qu'il manquait d'eau aussi sur la table ronde parce qu'il n'y avait pas d'eau. Je me suis dit, ça y est, le manque d'eau, la pénurie, ça commence ici sur les tables rondes. Mais ils viennent d'amener des verres avec de l'eau. Mais moi, j'ai toujours ma gourde avec moi et je vois que Charlène aussi a sa gourde. Donc nous, on était à l'aise. Et vous, les garçons Ah, pas de- avec un verre d'eau. Bon, d'accord. Ok. Chacun sort sa gourde. C'est un bon geste pour commencer, pour parler de l'eau, avoir son eau avec soi. Alors, donc, dans la bataille, on va commencer doucement. Dans la bataille de l'eau, quelle solution durable pour le tourisme? Donc, c'est le sujet que nous allons aborder avec nos invités. On a vu que la France s'assèche, il y a eu beaucoup de sujets autour de ça. Le déficit d'eau qui touchait des centaines de communes, les sécheresses aussi en hiver. On n'a jamais autant parlé de sécheresse en hiver cette année. Et bien sûr, ça impacte aussi les activités touristiques. D'ailleurs, il y a eu cette canicule il n'y a pas si longtemps. Et moi, je me souviens, j'étais à Aix-les-Bains, là, c'était exactement le 24 et 25 août. Et j'étais complètement défaite quand j'ai vu les forêts, elles étaient déjà complètement grillées. Enfin, mais tout était grillé, les arbres perdaient vraiment leurs feuilles. Donc c'était assez catastrophique. Donc on va voir comment la France manque d'eau, comment on en est arrivé là, et quels sont effectivement les enjeux autour de l'eau et les solutions aussi durables qu'on peut y apporter pour le tourisme. Donc on parlera dans un premier temps avec Charlène Descolombes, qui est hydrologue indépendante. Donc on va faire un point avec elle sur les enjeux autour de l'eau, le cycle de l'eau et parler aussi d'hydrologie régénérative, donc avec des solutions. Et avec nos trois invités ici que je présente, Jean-François Béraud, qui est président de la Fédération thermale et climatique française aussi, sur les enjeux autour de l'eau thermale, puisqu'on est quand même dans une station thermale. Gauvin Ramis, ici, qui est responsable de la communication de Vendée Eau. Et j'ai découvert que la Vendée connaissait un très très gros stress hydrique et que donc depuis des années, ils luttent effectivement avec des solutions qui va nous exposer pour voir comment ils font. Et avec Alexis Aubépin, qui est le directeur de l'Office du tourisme de Serponçon. Il y a la montagne aussi à Serponçon, il y a aussi le lac, le barrage, avec toutes les problématiques. C'est devenu un pilier, en tout cas ce lac, pour les activités touristiques, mais ça se gâte avec aussi la raréfaction de l'eau. Donc comment ils avancent sur les problèmes de conflit d'usage. Donc voilà en gros le débat, comment il va se composer. On va d'abord parler un quart d'heure avec Charlène pour bien comprendre les enjeux autour de l'eau, et après à peu près 20-25 minutes aussi avec vous et 20 minutes d'échange avec la salle. Voilà, j'espère que je suis claire. Alors Charlène, toi aussi tu es originaire d'Annecy, mais tu as quitté aussi la région. Et en tant qu'hydrologue, donc tu as aussi cofondé l'association pour une hydrologie régénérative. Et tu as aussi fait un petit tour de France avec un bouquin que tu as sorti qui s'appelle L'eau. Voilà, et tu as fait ton tour à vélo aussi. Hein. Une partie à vélo. On va remonter le petit bouton là. Hop là. Ouais. Oui, une partie à vélo. Une partie à vélo pour prêcher effectivement la bonne parole autour de ce livre. Alors on va essayer de comprendre avec toi par quoi quelle base déjà il faut poser pour comprendre un peu les enjeux autour de l'eau. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de ces enjeux et cette ressource vitale qu'est l'eau. Moi, c'est un sujet et c'est un élément qui m'appelle depuis que je suis petite. Comme Heidi qui était sur les glaciers, moi j'étais dans les rivières à 5-6 ans à leur parler et puis à observer les poissons avec mon frère qui était pêcheur à la mouche. Et très vite, j'ai essayé de comprendre et de savoir décrypter leur fonctionnement, comment fonctionnent les rivières. Et donc j'ai fait un master hydrologie, j'ai une approche très logique et cartésienne de comment fonctionnent les rivières. Et maintenant, à mesure que j'avance et que j'arpente ces territoires, j'essaie d'avoir une approche un peu plus subtile, de savoir comment fonctionnent les rivières et quels messages elles ont à nous donner. Le fonctionnement du cycle de l'eau, pour répondre à la question, c'est pas forcément celui qu'on a appris à l'école. Le schéma, vous savez, qu'on a tous en tête. En fait, une équipe de chercheurs a montré que 98% du temps, quand on se représente le cycle de l'eau, on ne représente pas nos interactions
notamment en termes de pollution et le changement climatique. Alors qu'on a vu, et Heidi nous l'a rappelé, que le climat et le cycle de l'eau sont deux cycles qui sont complètement intriqués depuis des milliards d'années, et on a complètement en fait oublié de représenter nos interactions humaines avec ce cycle. Par exemple, je vais vous donner un chiffre. Chaque année, l'humanité, elle s'approprie 24 000 milliards de mètres cubes d'eau. 24 000 milliards, ça dépasse l'entendement. C'est l'équivalent de la moitié de tous les débits des fleuves et des rivières du monde qui s'écoulent des continents aux océans. C'est comme si on détournait toute cette eau, tous ces flux d'eau, et qu'on disait ça c'est pour nous, c'est pour l'humanité, c'est pour créer tous les objets et les biens de consommation, l'alimentation, nos vêtements, la tasse de café, la gourde d'eau, le micro dans lequel je parle. En fait, on a besoin d'eau pour absolument tout. Et ça, c'est l'empreinte eau. Et cette empreinte eau, elle est omniprésente en fait dans le grand cycle de l'eau, par les flux d'eau verte, les flux d'eau bleue, les flux d'eau grise. Là, je commence à poser des bases. Alors, qu'est-ce que c'est ? Non, mais j'étais impressionnée sur l'empreinte eau, parce que souvent on dit, en gros, un Français consomme 150 litres d'eau, non, pour ses besoins par jour. Mais en fait, ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. En dessous, il y en a énormément. Exactement. Il y a toute cette eau cachée, cette eau invisible ou virtuelle, comme on dit. L'empreinte eau, pour un Français, en moyenne, c'est 5000 litres d'eau par jour, et c'est sans compter l'eau énergétique, parce que même pour produire de l'électricité, même pour produire du pétrole, on a besoin d'eau. Et plus on va aller dans ces tensions énergétiques, plus la demande en eau va être grandissante. Les réserves en pétrole s'amenuisent, donc on a besoin de plus d'eau pour l'injecter dans les puits, et on va vers une décarbonation, donc une électrification de nos usages, donc on va avoir besoin d'eau aussi pour refroidir nos centrales nucléaires, remplir les barrages, etc. Donc on va vers une demande en eau qui est croissante. On va vers des conflits d'usage, on le sait, on va vers des batailles de l'eau. Et la question qu'on doit se poser, c'est changer de regard, changer de rapport à l'eau. De quoi avons-nous besoin ? Et poser cette question de manière très démocratique et honnête, de dire quelles sont les priorités finalement. Donc la question de l'empreinte eau, elle est beaucoup plus large que ça. Moi, j'aime beaucoup parler de notre représentation du cycle de l'eau de manière très globale, comme je viens de vous le dire, par rapport à cette empreinte eau de l'humanité. Déjà, on comprend très vite que la répartition de l'eau douce sur Terre, elle n'est pas égale. On a beaucoup plus d'eau au niveau de l'équateur que dans les pôles, d'eau accessible. Mais déjà aussi, il y a une différence entre l'abondance de la ressource en eau et nos usages. Et après, on fait le rapport et ça donne le stress hydrique. Le stress hydrique, c'est quelque chose qui devrait interpeller tous les acteurs du tourisme durable, parce que l'impact de nos activités sur un territoire ne sera pas le même en fonction de la ressource en eau qui est naturellement abondante ou pas, et nos besoins en eau qui sont plus ou moins importants. Donc le rapport, finalement, c'est ce stress hydrique, et on se rend compte, finalement, que le stress hydrique touche pas plus les pays en voie de développement que les pays riches. En clair, la France est déjà en stress hydrique et elle le sera davantage dans les années à venir entre cette demande croissante en eau et le changement climatique qui pèse sur notre société. D'ailleurs, tu dis qu'on va manquer d'eau. Enfin, on manque déjà d'eau. On manque déjà d'eau. Le 2022 nous l'a rappelé avec force. On voit 2022 comme quelque chose d'assez exceptionnel, mais il faut vraiment se rendre compte que 2022, ce sera la norme d'ici 10 ans, 20 ans. C'est quelque chose de plus tant exceptionnel que ça. Toutes nos statistiques en hydrologie, l'hydrologie c'est une histoire de statistiques, elles sont complètement défiées par le changement climatique. Là, on dépasse les normes, et je le dis avec une grande humilité, les scientifiques, les hydrologues en particulier, n'ont pas forcément prévu tout ce qui est en train de se passer là. On n'a pas forcément intégré dans nos modèles qui allait avoir ces fameux tipping points, ces points de bascule qui allaient complètement en fait, bouleverser le cycle de l'eau. Là, je reviens encore une fois sur cette représentation du cycle de l'eau. Il y a le climat, mais il y a aussi l'aménagement du territoire. Il faut comprendre une chose, c'est que l'eau, quand elle arrive sur Terre, elle a besoin d'une chose, c'est de s'infiltrer. Si elle ne le fait pas, elle va ruisseler. Ou s'évaporer. Et on se rend compte avec l'aménagement du territoire, en plus le changement climatique, on a une baisse de la ressource en eau en France de l'ordre de 14% depuis 30 ans, en raison du changement de régime de précipitation, mais aussi l'accélération du ruissellement à cause de l'artificialisation des sols, l'urbanisation, l'agriculture intensive, etc. Donc en fait, on est en train d'aggraver le problème.
on empêche l'eau de pluie de s'infiltrer. Et c'est précisément ça qu'on est censé faire. Et c'est pour ça qu'on a créé l'hydrologie régénérative. Et par exemple, pour donner une image, quand vous consommez, parce que ça m'a vraiment effaré, quand vous consommez 1 kilo de viande, de bœuf, on va dire, est-ce que vous savez combien vous consommez d'eau? Est-ce que vous voulez donner des chiffres? Une piscine, ça fait combien de litres d'eau? Piscine, c'est 40 mètres cubes, 40 000 litres, c'est un peu moins du coup. Ouais. C'est combien? 15 mètres cubes, donc 15 000 litres d'eau pour 1 kilo de bœuf. 15 000 litres d'eau pour 1 kilo de bœuf. Et pour un verre de vin, est-ce que vous savez combien on a utilisé d'eau pour produire un verre de vin? Moi, j'ai 110 litres. On a consommé 110 litres d'eau pour avoir un verre de vin. Et 140 pour une tasse de café. J'adore le café. Et 140 litres d'eau pour une tasse de café. Donc voilà, c'est tous ces chiffres, effectivement, auxquels on doit être imprégné. Pardon. C'est ça. Ouais. Donc effectivement, notre empreinte eau, elle défie complètement notre rapport à notre demande en eau. Il faut vraiment comprendre que on a nos usages sur un territoire qui sont de l'eau bleue. Le fait de prendre de l'eau pour la rendre potable, le fait de l'utiliser dans les restaurants, dans les hôtels, dans tous les autres usages économiques, ça c'est de l'eau bleue. Et l'eau verte, c'est toute l'eau qui est évapotranspirée par les plantes. Pourquoi c'est important d'en parler? Parce qu'en fait, à l'échelle mondiale, on a estimé que le 2/3 des précipitations continentales proviennent de cette eau verte. En clair, on a complètement oublié que les arbres créent la pluie. Les arbres et les forêts en particulier sont capables de recycler l'eau de pluie, notamment en période de sécheresse, et il y a de plus en plus d'études scientifiques qui le montrent. Donc, il est important de laisser cette eau verte circuler normalement, naturellement, et de ne pas en prendre trop, à travers cette empreinte eau notamment, pour justement réhydrater la terre, refaire en sorte que ces petits cycles se reforment, et progressivement l'eau verte va créer l'eau bleue et infiltrer dans les sols, recharger les nappes, les cours d'eau et tout le vivant qui en a besoin aussi. Alors, est-ce qu'en tant qu'hydrologue, tu as des chiffres, par exemple, sur le tourisme? Qu'est-ce que ça représente dans les besoins en eau C'est très difficile de répondre à cette question, déjà par une question d'accès aux données. Et aussi parce que les usages touristiques sont essentiellement assurés par de l'eau potable pour alimenter toutes les infrastructures touristiques. Et donc, ces données de l'eau potable, ce sont les gestionnaires de l'eau potable qui l'ont. Donc, en fait, les besoins en eau touristique sont noyés, pour faire des jeux de mots, avec les besoins en eau potable des populations. Donc, c'est très difficile de l'estimer. Par contre, on sait aussi que si on voulait faire l'empreinte eau du secteur touristique, il faudrait aussi prendre en compte les besoins énergétiques pour faire tourner toutes les infrastructures touristiques. Là encore, on n'a pas de données, on ne sait pas. Et ce serait vraiment très intéressant, là c'est une main tendue vers les acteurs du tourisme qui devraient vraiment tous s'intéresser à cette question-là de combien on consomme, quel secteur, mais aussi nos besoins en eau énergétique. Parce qu'on le sait, avec la baisse des débits du Rhône, le Rhône qui est le fleuve français le plus pompé pour refroidir ses centrales nucléaires, là 2022, normalement, les centrales nucléaires devaient être à l'arrêt. Elles ne pouvaient pas à cause de la tension énergétique européenne. Et en 2023 aussi. En fait, on a un vrai problème sur la thermie du Rhône. On se rend compte que le Rhône se réchauffe beaucoup plus vite que prévu et que du coup, en termes de fonctionnement hydraulique et des fonctionnements des hydrosystèmes, on n'est plus censé prélever dans le Rhône pour refroidir nos centrales nucléaires. On est en 2023. Il va y avoir de nouvelles centrales nucléaires dans l'Ain, au niveau de la centrale du Bugey actuellement. Donc, quel est l'avenir du Rhône en fait? Quel visage on veut donner au Rhône? Quel avenir on veut donner aussi à nos enfants qui vont devoir aussi reposer sur cette ressource en eau? Et il n'y a pas que les êtres humains, il y a aussi toute cette masse silencieuse qui est la première impactée dans tout ça, ce sont les milieux aquatiques. On assiste vraiment à un effondrement de la biodiversité aquatique. Avant même la biodiversité marine, l'indice Planète Vivante a estimé qu'on a perdu en Europe plus de 90% de la biodiversité aquatique. C'est énorme. Avant de parler de climat, il faut aussi s'interroger sur notre rapport au vivant. Et je pense que vraiment, s'il y avait un message, ce serait celui-là, ce serait de dire, il n'y a pas que les êtres humains, il y a aussi toute cette masse qu'on n'entend pas et qui souffre de nos activités. Alors, comme on est ici implanté dans les Alpes, on va aborder 2 sujets avant de poursuivre la table ronde. Il y a le sujet, tout à l'heure, c'était Heidi, je crois qu'il évoquait, on est effectivement les montagnes, les Alpes, c'est le château d'eau.
de la France. Où est-ce que ça en est aujourd'hui ? Eh ben, le château d'eau, alors moi, je suis arrivée après mes études ici, je pensais comme vous que les Alpes étaient le château d'eau du Rhône, le château d'eau de l'Europe. Et en fait, mes premières missions ont été de travailler sur la question du partage de la ressource en eau en temps de sécheresse. Tiens donc, je me disais, il n'y a pas de problème de sécheresse ici. Et en fait, 2016, sécheresse, 2017, sécheresse, 2018, vous vous souvenez, le lac d'Annecy qui a baissé de 1 mètre, sécheresse exceptionnelle. En fait, comme je le disais en introduction, on n'a pas prévu tout ce qui est en train d'arriver là. Et si je dézoome là, je continue à vous faire peur, il y a El Niño qui arrive. Tout ce que je viens de vous dire, là, 2016, 2017, 2018, 2019... on était en sortie d'El Niño, mais là, 2022, qui était une année extrêmement chaude et sèche, c'était une année La Niña. Donc une année censée être froide. Là, El Niño arrive, on va passer encore des paliers thermiques à l'échelle de la planète qui sont absolument très inquiétantes, quoi. Il n'y a pas de retour en arrière. Donc là, il va falloir vraiment se préparer à des pénuries d'eau. De plus en plus, à l'heure où je vous parle, 65% des nappes en France ne sont toujours pas à des niveaux normaux. Enfin, les niveaux sont anormalement bas. Et donc on assiste à un dépérissement des nappes, à un dépérissement des forêts, un vivant qui est en train de mourir, des rivières qui s'assèchent. Et on est complètement abasourdi, je pense, sidéré de voir que cette eau se rétracte, cette eau disparaît. On ne comprend pas pourquoi. J'ai souvent régulièrement des maires au téléphone qui me disent « mais je ne comprends pas, la nappe ne se recharge plus ». Il faut comprendre que les hydrosystèmes n'ont pas le même pas de temps que nous. Ils n'ont pas le même espace temporel que nous. Ils ont besoin de temps pour se recharger. Et ça ne va pas se faire en 1 an. Ça va se faire en 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire 10 ans pour se remettre de toutes ces sécheresses successives qui sont en train d'emmagasiner. Donc on a besoin de vraiment parler de la sobriété, des usages, faire en sorte que toute l'eau de pluie qui tombe, alors déjà vous pouvez dire merci, là samedi il va pleuvoir, donc faites la danse de la pluie, et remercier toute cette eau qui va venir réinfiltrer, recharger ces nappes et recharger nos lacs et nos rivières. Et votre point de vue d'hydrologue, quand on a abordé tout à l'heure le moratoire qui est fait effectivement à la Clusaz là, sur les retenues collinaires, est-ce que vous pensez que dans les Alpes, parce que beaucoup y voient aussi une solution pour maintenir l'activité ski, quel point de vue vous avez ? Moi, j'ai le même regard sur les retenues collinaires que les méga-bassines. En fait, elles ont le même fonctionnement. C'est des retenues de substitution. On va prélever l'eau quand elle est en abondance. Chez nous, c'est au printemps, à la fonte de la neige. Et on la réutilise l'année suivante pour l'enneigement. Moi, je comprends profondément les acteurs des stations de ski qui, en fait, n'ont pas d'autre choix économique, qui ont une réalité et qui doivent assurer la pérennité de leur station, de leur modèle. Mais là, le vivant nous le rappelle d'une force, et le climat aussi, qu'on n'a plus le choix, en fait. On est à un carrefour où on doit prendre des décisions qui sont très courageuses. Et à cet égard, je salue la décision de la petite station de Métabier qui a acté qu'elle allait mettre fin à la neige artificielle en 2030. C'est quelque chose de très courageux et je pense qu'il faut le regarder maintenant avec courage. On a besoin de courage. Et le maire de la Clusaz, et je salue aussi son geste d'avoir voulu un moratoire. Je ne suis pas sûre qu'il ait voulu vraiment enterrer le projet, mais j'appelle tous ces acteurs-là à faire preuve de courage et de renoncement. Finalement, le courage est peut-être de ce côté-là, pas forcément de vouloir continuer un modèle qui, on sait, va s'épuiser, mais faire preuve de courage par renoncement. Parce que le vivant s'effondre, la ressource en eau diminue, les conflits vont monter et on a besoin de trouver un autre modèle, de trouver des solutions qui sont beaucoup plus résilientes et qui vont permettre de réhydrater la Terre. Alors, on va essayer d'aborder un peu les solutions, effectivement. Merci beaucoup, Charlène. En tout cas, tu restes là, enfin, tu vas pouvoir réagir à tout moment. On parlait de stress hydrique, donc on va voir avec Gauvin Ramis, responsable de la communication de Vendée Eau. Donc, c'est un service public qui s'occupe de l'exploitation et de la distribution de l'eau sur tout le département Vendée. Alors, en quoi, chez vous, c'est le stress hydrique est au maximum ?
Alors en fait, en Vendée, la problématique de stress hydrique n'est pas neuve, hein. Ça fait quelques décennies qu'on la rencontre. Pourquoi? Parce qu'on est dans un département où déjà il n'y a pas de grands fleuves. On n'a pas le Rhône, la Loire qui passent sur le département. On est encore sur le massif armoricain pour une grande partie du département, donc absence de grosses nappes phréatiques. Et donc, pour fournir de l'eau potable aux usagers, on est obligé, depuis les années 50, de construire des retenues de barrage. Et on a 13 retenues de barrage pour un volume total de 50 millions de mètres cubes. Et ce sont ces retenues de barrage qui fournissent 95% de la ressource en eau potable. Donc on est dans un système, on va dire, où on connaît la quantité disponible chaque année, c'est à peu près 50 millions de mètres cubes, et on connaît la consommation annuelle qui est autour de 40 millions de mètres cubes. Donc on n'a pas un delta énorme. Et donc, très vite, face à cette problématique, et puis face à deux problèmes qui arrivent, le dérèglement climatique, là c'est un vrai problème, puisque on a des étés très secs qui peuvent subvenir, hein, ça arrive en 2022, ça arrive en 2003, ça arrive en 2011, 2017, et puis on a aussi un développement du département, plus de tourisme, l'effet post-Covid, et puis déjà avant un développement économique, industriel. Donc par rapport à tout ça, en gros, dans les années 2010, en 2011, on a fait un bilan besoins-ressources, on a évalué qu'on aurait un déficit de 8 millions de mètres cubes sur l'ouest de la Vendée. Et donc l'ouest de la Vendée, pour vous remettre un peu la carte de Vendée en tête, hein, c'est Noirmoutier, c'est l'Île-Dieu, c'est Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est Saint-Jean-de-Mont, ce sont les Sables d'Olonne, donc des grosses stations balnéaires. La Vendée, juste de 3 chiffres, 700 000 habitants, 5 millions de touristes par an. Donc on a une consommation touristique, et là je vais pouvoir répondre sur quelques chiffres par rapport à cette consommation touristique. Sur Noirmoutier, la consommation, quand il y a le pic touristique, elle est multipliée par 8. Sur les Sables d'Olonne, c'est un facteur de 4, et sur l'ensemble du département, c'est un facteur de 2. On passe d'une consommation de 100 000 m3 jour à une consommation de 200 000 m3 jour en eau potable. Donc on a vraiment ce switch qui se fait sur l'été, et puis l'été, par définition, c'est le moment où les précipitations sont les plus rares, et où en plus, quand elles arrivent, sur le bassin versant, elles ne vont pas ruisseler puisqu'elles vont être absorbées par la végétation qui a soif. Donc on ne peut pas remplir nos barrages en été. Donc notre stock qu'on constitue durant l'hiver, il doit nous faire tout l'été. Donc face à ce problème et face au déficit estimé à 8 millions de mètres cubes, on a mis en place un certain nombre de solutions. Alors il y a des solutions techniques, je ne vais peut-être pas m'étendre dessus parce que ce n'est pas l'objet de la table ronde d'aujourd'hui. Ça va être de la réutilisation des eaux usées traitées, ça va être le travail sur le rendement des usines, mais surtout, et ça c'est une prise de conscience qui a été faite avant 2022, c'est d'aller vers la sobriété des usages de l'eau. Et cette sobriété des usages, elle est portée aujourd'hui en Vendée sans considération, on va dire, de posture politique ou autre. C'est une réalité pragmatique, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce volume qu'on a qui est disponible pour l'ensemble des usages, eau potable, hein, moi je parle que d'eau potable, c'est-à-dire les usages industriels, les usages touristiques, les usages des particuliers et quelques usages agricoles, ce volume, on doit se le partager. Et tout le monde aujourd'hui, à peu près, en Vendée, a pris conscience que s'il y en a un qui tire sur la corde, il va mettre tout le monde dans l'embarras. Donc il y a eu des démarches engagées par l'ensemble des acteurs, et nous, en tant que service public, donc on porte la compétence pour toutes les collectivités vendéennes, on pousse et on incite, et on a lancé un certain nombre de projets pour accompagner les acteurs. Et dans le domaine du tourisme en particulier, on a un projet, alors qui est mené notamment avec Vendée Expansion, on a un représentant qui est là aujourd'hui, l'agence de développement départementale. On a d'abord pensé que c'est important de faire de l'analyse. Donc on pose tout un tas de sous-compteurs dans les campings, on voit finement quelles sont les consommations dans ces campings pour ensuite pouvoir faire des préconisations vers du matériel hydroéconome ou vers des pratiques hydroéconomes. Donc là, pour l'instant, vous êtes en train de mettre des compteurs dans tous les campings pour comprendre exactement. Ça a été fait ce printemps. Donc, un exemple, un mobil-home peut avoir 6 sous-compteurs sous le mobil-home pour voir quelle est la consommation des WC, de l'eau chaude sanitaire, de l'évier, du lavabo, pour pouvoir ensuite dire c'est là qu'on a des gains à réaliser. Après, bien sûr, il y a la piscine du camping, il y a les espaces verts du camping, il y a les sanitaires collectifs quand il y en a. Donc tout ça, c'est analysé avec aussi Betterfly Tourisme, qui est un cabinet qui accompagne Vendée Expansion et Vendéo sur ce projet. Et ça se fait surtout en lien avec la Fédération vendéenne de l'hôtellerie de plein air. Donc on a aussi des fédérations de professionnels qui sont avec nous. Et puis, on a lancé également, parce que c'est là le levier le plus important, moi je dis toujours sur la chaîne de l'eau, le premier levier, c'est le consommateur, hein, c'est celui qui est au bout du robinet. Et c'est le changement de comportement du consommateur qui peut résoudre un certain nombre de contraintes qu'on a. Dans l'absolu, alors ça c'est une conviction personnelle, je pense qu'on a assez des 50 millions de mètres cubes qu'on a en Vendée, si chacun adopte une attitude sobre et raisonnable des usages.
Donc ce consommateur, le Vendéen, on le fait toute l'année, on est autour de 100-110 litres par personne et par jour, donc c'est en dessous de la moyenne nationale en consommation, et on a baissé de 10% les consommations sur les 15 dernières années, par abonné. Mais le nombre d'abonnés augmente, donc on a cette problématique. Et pour les touristes en particulier, alors on a lancé des projets de sensibilisation. Je reviens un petit peu sur le poème qui a été cité tout à l'heure. On protège ce que l'on aime, on aime ce que l'on comprend. Et voilà. Donc nous, on est là pour faire comprendre la problématique de l'eau. C'est le premier levier. Tant qu'on n'a pas conscience qu'il y a un enjeu sur l'eau et qu'il y a une raréfaction de la ressource, quelque part, on s'en fiche de laisser goûter un robinet ou de laisser le lavabo ouvert quand on se brosse les dents. Par contre, quand on a vraiment conscience de cet enjeu, on fait attention et on trouve les clés. Et donc nous, on a lancé un programme, alors cet été en particulier, on a appelé ça le Vendéo Challenge. Ça a été de se dire, on va cibler les touristes, tous ces touristes qui viennent en Vendée, on va leur adresser des messages. On a travaillé sur des messages qui soient à la fois accessibles à tous et surtout spécialement faits pour les touristes, axés sur la plage, sur le camping, avec à la fois une compréhension de la problématique et puis des éco-gestes très simples. Il y avait une dizaine d'éco-gestes à cocher et on a fait circuler ces messages, alors à la fois dans les structures touristiques. On a eu 170 structures touristiques partenaires, une grosse majorité de campings qui ont accepté de relayer nos messages avec des stickers sur les sanitaires, avec des sets de table, avec tout un tas de choses. À la fois dans les médias, on a fait de la radio, on a fait un affichage géant sur un château d'eau, on a fait tout un tas de choses. Il y a un réseau d'entrée de camping aussi sur lesquels on a affiché. Et puis on a surtout fait de la sensibilisation en face à face, parce que ça, sur ces enjeux-là, c'est important d'en parler de vive voix. Un flyer aujourd'hui, ça ne suffit pas pour convaincre. Et donc on a eu des animateurs qui ont sillonné la côte tout l'été et qui ont sensibilisé en face à face 11 500 personnes. Alors 11 500 personnes, ça peut paraître peu, mais c'est beaucoup quand on passe 5 minutes avec la personne. Et qui ont sensibilisé ces personnes pour leur expliquer de manière positive et engageante la problématique de l'eau et leur donner les clés pour faire des économies d'eau. Et on a eu un accueil très positif de ces personnes. L'idée, c'est de les faire entrer un peu dans une logique de tourisme durable. Et puis, l'autre point très positif de cette campagne, c'est qu'on a travaillé avec les communautés de communes et les collectivités de ces différents territoires dans l'idée de créer une émulation de territoire sur la sobriété des usages de l'eau. Voilà. Et alors, avant de donner la parole à votre voisin, juste sur vous êtes pionnier sur le recyclage de l'eau. Alors, en fait, l'eau potable, est-ce que vous pouvez nous dire un peu On a un programme qui s'appelle le programme Jourdain. Alors l'idée, c'est un peu complexe, mais je vais essayer de l'expliquer simplement. On a une station d'épuration au Sable d'Olonne qui rejette à peu près 8 millions de mètres cubes d'eau usée traitée. Donc cette eau, elle est traitée, elle n'est pas consommable, elle n'est pas potable, mais elle est traitée selon des normes qui répondent à un rejet dans le milieu marin. Et donc l'idée, c'est de venir capter cette eau en sortie de station d'épuration des Sables d'Olonne, de la faire passer par une unité d'affinage qui va apporter un traitement complémentaire à l'eau pour pouvoir ensuite la réinjecter dans la retenue qui s'appelle la retenue du Jaunet pour apporter un volume complémentaire, parce que cette retenue du Jaunet, alors je ne l'ai pas dit parce que je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais en gros on a très peu de retenue sur l'ouest vendéen et cette retenue du Jaunet est une petite retenue, une retenue moyenne, mais qui est très mobilisée en été et qui a souvent des problématiques quantitatives. Et qui dit problématique quantitative dit aussi problématique qualitative. C'est logique, plus vous baissez le volume d'eau, plus la concentration en éléments indésirables est forte. Et donc là, l'idée, c'est de venir rajouter un volume d'eau en recyclant cette eau, en quelque sorte, en faisant de la réutilisation d'eau usée traitée. C'est une solution qui s'applique chez nous parce qu'on est en bord de mer. C'est une solution qui ne s'applique pas partout, puisqu'elle peut mettre en danger des cours d'eau en faisant baisser le niveau de l'eau, parce qu'il y a toute une partie des cours d'eau qui, en été, vivent aussi grâce au rejet de stations d'épuration. Okay. Ça veut dire qu'elle redevient potable, cette eau, c'est ça? Voilà, alors elle est mélangée à de l'eau. Le circuit complet, c'est station d'épuration, unité d'affinage, où là, on a des traitements qui enlèvent les éléments indésirables. On l'amène dans une zone de transition végétalisée pour qu'elle se renaturalise avant de retourner dans la retenue du Jaunet où elle rejoint de l'eau de rivière. Et là, on la recapte, elle passe en station de potabilisation et elle rejoint le réseau normal de distribution. Et toutes les thématiques de dessalement d'eau, ça, vous l'avez... Alors, nous, on l'a mis de côté pour deux raisons principales. Le coût énergétique, c'est énormément d'énergie pour fabriquer de l'eau potable à partir du dessalement. On va être... 3 à 4, vas-y. Oui. On est de l'ordre de 3 à 4 kWh par mètre cube.
dans les technologies actuelles. Il y en a deux, mais c'est à peu près ça. Voilà, donc on est peut-être 6 ou 7 fois au-dessus de ce qu'on fait actuellement en termes de consommation électrique. Et puis ensuite, le deuxième point, c'est l'aspect écologique, parce que ça crée des rejets de saumure importants. Et donc ces saumures peuvent perturber les écosystèmes. Donc pour l'instant, et j'espère que ça sera de manière durable, mais ce n'est pas moi qui vais décider, mais en tout cas, il n'y a pas de projet, il n'y a aucun projet de dessalement en Vendée. Ok, merci beaucoup Gauvin. Alors avec vous, merci. Ouais. Là, donc, le problème effectivement de stress hydrique, de manque d'eau, comment vous avez un peu géré tout ça. Avec vous, Alexis Aubépin, directeur de l'Office du tourisme de Serre-Ponçon. Donc, vous, a priori, il n'y a pas de problème d'eau, enfin, pas de problème de manque d'eau. Vous avez aussi un lac, un barrage qui fait aussi le bonheur des touristes. Vous avez la mer, enfin, la montagne et l'eau aussi. Oui, effectivement, sur le papier, on pourrait dire qu'on manque pas d'eau parce que le barrage de Serre-Ponçon, qui a vu le jour dans les années 60, a été créé justement pour maîtriser les crues de la rivière La Durance, qui était considérée comme un des 3 fléaux de la Provence avec le Mistral et le Parlement de Marseille. Et c'était vraiment des crues meurtrières qui étaient indomptables. Puisque quand on est en période de crue, la Durance peut recevoir jusqu'à 1000 m3 s, donc le barrage est vraiment fait pour calmer la rivière. Et donc, quand il a été créé, il y a eu des projets également de création d'un canal sur la Durance qui fait 160 km de long, de manière à développer des projets agricoles, mais également des projets industriels et toute la chaîne, on va dire, Durance-Verdon, pour également alimenter la métropole d'Aix-Marseille en eau potable. Et c'est-à-dire que les Marseillais boivent l'eau du barrage, c'est ça ? Oui, si on schématise, c'est ce qui se passe, effectivement. Pas que du barrage, mais en partie. Voilà. D'accord. Et on se retrouve dans une situation où, quand on le ramène à l'activité touristique, elle n'a pas du tout été pensée. Quand le barrage a été créé, c'est apparu dans les années 70 avec une vague de tourisme social, et aujourd'hui, le nautisme, le balnéaire et toutes les activités qui vont autour. Donc, sur le papier, on ne manque pas d'eau, mais arrivé l'été 2022, qui a été très particulier pour Serre-Ponçon, et je dirais même avant lui, de toute manière, on a sur forcément un lac de barrage des phénomènes de marnage, c'est-à-dire de l'eau qui monte et qui descend selon l'usage en eau, sachant que l'été, il y a 200 millions de mètres cubes réservés pour le monde agricole, et c'est ce qui influence le plus le niveau du barrage de Serre-Ponçon. Donc, au niveau touristique, des aménagements existent pour que les bateaux puissent apponter avec cette variation. Et puis effectivement, on s'est aperçu de manière un peu violente en 2022 qu'on avait connu un hiver, alors plus que sans neige, je dirais sans précipitation, ou avec très peu de précipitation, qui fait que la retenue n'a pas pu se recharger en eau. Et quand les besoins agricoles sont arrivés, les besoins en eau potable et eau industrielle, on s'est retrouvé avec un lac qui est descendu en dessous, enfin à la fin de l'été, il était à 20 mètres en dessous de son niveau plein. C'est-à-dire quand vous arriviez pour vous baigner ou pour prendre un bateau, c'était plus possible, quoi. Il fallait reprendre les chaussures de randonnée pour accéder à l'eau. Avec les bottes, ouais, voilà, les bottes, boue, la base, des coquillages qui coupent les pieds, des odeurs désagréables. Alors pas sur toutes les parties du lac, parce que ça fait 1,2 milliard de mètres cubes d'eau, Serre-Ponçon. Donc, y compris à la fin de l'été, il y avait encore des zones qui étaient, quand elles sont abruptes, qui étaient facilement accessibles. En revanche, on a ce qu'on appelle les queues de retenue, là où rentrent les 2 rivières, qui sont peu profondes et où l'offre touristique était totalement dégradée. Donc, impraticable, très clairement. Et donc, ça a été très difficile pour nos acteurs touristiques d'arriver à gérer ce manque d'eau. Les endroits où il n'y en avait pas, ils ont dû couper leur activité. Et les endroits où l'eau était plus loin, il a fallu adapter avec forcément plus de coûts pour tout le monde, parce qu'au-delà de l'aspect purement de gestion de l'eau, il a fallu pouvoir faire de la manutention, il a fallu pouvoir adapter son offre. Ça va pour de porter un paddle à laver un bateau, tout ce genre de choses qui ont impacté les acteurs touristiques. Et donc, voilà. Et en plus, cette année noire, ce qui est sûr, c'est que ça va revenir maintenant de plus en plus souvent. Visiblement, c'est ce qu'on nous promet. Et donc aujourd'hui, il y a clairement 2 écoles sur le territoire. Il y a une école qui consiste à dire non mais attendez, avec toute l'eau qu'on stocke, et quand on voit la manière dont elle est usée en aval, est-ce qu'il n'y a pas des efforts à faire sur la gestion de l'eau qui permettraient à l'activité touristique de perdurer dans une fonction optimale? Donc là, ça remet en cause l'agriculture, c'est ça, puisque c'est utilisé pour l'agriculture. C'est ça qui est un peu en train de se passer, c'est-à-dire que le conflit d'usage, il est là. C'est-à-dire que quand on voit de certaines cultures qui ont lieu sur la Haute-Provence de maïs avec des systèmes d'aspersion par 40 degrés, on se dit, mais mince, en fait, tout ce qui est 90% de l'eau qui est prélevée s'évapore immédiatement, sans être spécialiste, mais c'est un petit peu des constats qui sont faits. Ensuite, les acteurs touristiques, il faut bien dire, on est dans un territoire où il n'y a pas d'industrie,
il n'y a pas d'export ou très peu d'export, on va dire, de la valeur agricole. C'est un peu un circuit fermé qui fonctionne autour du tourisme, le département des Hautes-Alpes. Et donc ça impacte toute la chaîne économique et sociale, ce manque d'eau en réalité. C'est pour ça que plutôt que de chercher des adaptations qui remettraient énormément en cause l'économie, il y a beaucoup d'acteurs qui sont en faveur justement du fait que l'eau soit mieux utilisée par les populations agricoles et civiles qui se retrouvent donc en aval de ce barrage. Mais alors justement, est-ce que vous, en tant qu'acteur touristique, vous êtes dans cette gouvernance de l'eau? Enfin, vous êtes un partenaire Alors, je l'ai appris, pour tout vous dire, récemment. C'est-à-dire qu'en tant qu'office de tourisme, nous, on fait partie de la commission locale de l'eau. On ne savait même pas qu'elle existait, pour tout vous dire. C'est une centaine de membres. Enfin, je n'ai même pas de la compétence de répondre qu'est-ce que c'est cette commission, puisque j'ai assisté qu'à une première. Mais on se retrouve vraiment dans un nouveau monde où nous, acteurs du tourisme, on est autour de la table. Il me semble qu'on est très nombreux autour de la table parce que, autant vous dire que moi, typiquement, dans ma position de dirigeant d'association, je ne suis pas décideur, je ne suis pas décideur politique. Donc, je peux jouer éventuellement un jeu d'influence, mais je ne pense pas que ce soit là que ça se décide. Et juste pour conclure, il y a aussi la deuxième école sur le territoire, que sont les aménageurs, un petit peu comme ça se passe en station de ski, où on dit, si l'eau baisse, on va réaménager nos plages, on va réaménager nos pontons pour que quelle que soit la variation d'eau qu'on connaisse en saison estivale, on puisse garantir à nos clientèles une offre touristique. Donc on est à la traversée des chemins, je dirais. Ouais. Oui, merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais rebondir très rapidement sur la question agricole parce qu'évidemment, il va falloir faire changer nos modèles. Il faut savoir que 40% des surfaces irriguées sont des surfaces en maïs, monoculture de maïs. 70% des cultures irriguées sont destinées à l'export et à l'alimentation animale. Donc il y a clairement une question alimentaire. Et moi, quand je parle des enjeux de l'eau, je regarde le triptyque eau, énergie, alimentation. C'est vraiment, on est là-dessus. Quelle énergie, quelle assiette aurons-nous demain? Et donc, la question du modèle agricole est fondamentale et c'est pour ça qu'on a créé l'hydrologie régénérative pour apporter des solutions, justement. Ne pas dire, oui, arrêtez le maïs, maintenant c'est terminé, mais il faut aussi apporter des solutions constructives. La gouvernance de l'eau, c'est quelque chose qu'on découvre, effectivement. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais est-ce que vous savez déjà ce que c'est qu'un parlement de l'eau, une commission locale de l'eau? Alors, s'il y a un truc que vous devez retenir en sortant, c'est le parlement de l'eau. En fait, c'est l'instance où se décide et se partage plein de choses sur le sujet de l'eau sur votre territoire. Et si vous n'y êtes pas, il y a un problème. Parce que c'est là où tout se joue. Et moi, j'ai animé un parlement de l'eau pendant 5 ans, où il y aura, en fait, les parlements de l'eau, il y a 50% de sièges qui sont pour les élus locaux, 25%, en gros 25-30% pour les représentants des usagers, dont font partie les acteurs du tourisme, mais aussi l'agriculture, EDF, etc. Et le reste, c'est les services de l'État. Et les parlements de l'eau sont censés établir des feuilles de route à 10 ans, 20 ans, sur quelles sont les priorités sur notre territoire, qu'est-ce qu'on va faire sur le lac, sur la rivière, sur machin. Et c'est là où tout se joue, tout se décide. Donc, si vous n'y êtes pas, il y a un problème. Mais c'est un sujet, les parlements de l'eau, parce qu'ils sont très fermés et parfois ils ont un fonctionnement qui est très opaque, avec des conflits d'intérêts qui sont peu démocratiques, du coup. Et on a besoin de débunker ça. Donc, moi, j'essaye d'insuffler aussi une nouvelle gouvernance de l'eau, mais on en parlera plus tard. On parlera aussi après, peut-être en lien aux questions, vos combats aujourd'hui, un peu dans quoi vous inscrivez. Et on va terminer le tour de cette table ronde avec Jean-François Béraud, qui est le président de la Fédération thermale de France. On est donc à Aix-les-Bains. Ça s'imposait quand même de parler de l'eau thermale. Et on va essayer de comprendre aussi, vous, votre réglementation, comment elle peut être aussi un modèle, en tout cas pour tout le monde, en tant que... Parce que vous êtes très restreint sur l'eau que vous utilisez. En tout cas, racontez-nous comment ça marche. Bon, alors, merci de m'avoir invité. Évidemment, nous sommes à Aix-les-Bains, emblématique des villes thermales. Une ville, on a à peu près, je vais vous dresser le panorama, une centaine de villes thermales en France. Bon, même si l'eau thermale, les vertus étaient connues depuis les Romains, c'est au XIXe siècle qu'on les a vues s'implanter un petit peu partout en Europe. Et on observe que c'est très curieux qu'elles se sont toutes bâties un peu de la même façon. Elles se ressemblent. Les parcs, les grands hôtels, vous avez vu en arrivant, le casino,
Voilà, c'est tout à fait caractéristique de ces villes thermales qui se sont construites. Donc, c'était pour accueillir les têtes couronnées. Et elles tout ça, étaient, je peux le dire un peu, elles ont été à l'origine du tourisme, mais à l'époque c'était un tourisme de villégiature, un tourisme mondain. On avait effectivement des gens assez fortunés qui venaient dans nos stations, mais qui venaient pour prendre les eaux, mais aussi pour passer du bon temps dans nos stations. Bon, alors après, juste un petit rappel d'histoire. Après, avec l'avènement de la sécurité sociale et du remboursement des cours, donc deuxième, je dirais, époque du thermalisme, là on a vu nos stations se transformer avec la venue du thermalisme social et du remboursement des cures. Mais nous avons conservé deux activités. Je dirais que nos stations thermales sont des stations touristiques qui ont la chance d'avoir un robinet de pétrole. Et ce robinet de pétrole, c'est l'eau minérale. Et ça, c'est une chance que nous avons parce que je vais m'efforcer de vous expliquer peut-être le laboratoire que nous sommes par rapport à cette problématique très large que nous abordons aujourd'hui. Qu'on comprenne un peu les coulisses, effectivement, de ces stations thermales. Même si nous ne représentons qu'une niche d'activité, je pense qu'on peut dire que nous avons été des précurseurs dans la gestion de l'eau, et en particulier de l'eau minérale. Alors, on a été des précurseurs parce que d'abord, il y a une réglementation très stricte qui encadre l'utilisation de l'eau minérale. Pour qu'une eau soit une eau minérale naturelle, il faut qu'elle soit pure, bien évidemment. Il faut qu'elle ait des éléments minéraux qui soient stables et qui soient reconnus par la santé, par le ministère de la Santé, grâce à un avis de l'Académie de médecine. Mais aussi, le débit est fixé de manière réglementaire, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas puiser n'importe quelle quantité d'eau. Par exemple, on dit que telle source à tel endroit, à telle station, est autorisée pour 30 mètres cubes heure. On ne peut pas tirer plus de 30 mètres cubes heure. Ça veut dire que nous sommes véritablement contraints par la quantité d'eau et par la qualité de l'eau que nous utilisons. Et c'est de l'eau qui est puisée voilà. Très Alors, profondément. Il faut dire que la plupart de nos sources thermales sont de grande profondeur et effectivement relativement peu influencées par les changements climatiques. Je vais vous donner un exemple. Si on prend cette année, ô combien la sécheresse a sévi un peu partout, on n'a pas fait exception. J'étais avec le maire d'Amélie-les-Bains il n'y a pas longtemps, puisque les Pyrénées-Orientales ont été peut-être les plus impactées. Eh bien, à Amélie-les-Bains, ils ont eu une sécheresse terrible. Il n'y a pas eu 1 millimètre de variation du niveau de l'eau dans les nappes, au niveau de l'eau minérale. Ça veut dire qu'on sait il faut à peu près une centaine d'années avant qu'une sécheresse, comme on l'a connue ces 2 dernières années, puisse avoir des conséquences sur nos sources. Alors, il faut dire que, donc ça c'est un fait, je dirais géologique, c'est quelque chose qui est vérifié par les hydrogéologues, hein, dont vous êtes. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que, on est contraint, certes, mais demain matin, quand on entend ce que j'ai entendu tout à l'heure, est-ce qu'on ne va pas être obligé de contraindre aussi les gens qui utilisent l'eau des nappes phréatiques? Parce qu'après tout, aujourd'hui, c'est le grand gaspillage organisé. Tant qu'on n'aura pas réglementé, tant qu'on n'aura pas... on peut faire de la pédagogie. J'ai bien entendu que vous en faites. Mais est-ce que la pédagogie va suffire? De dire aux gens, attention, faut pas trop... Je suis persuadé que ça ne va pas suffire. Il va falloir des mesures drastiques d'économie et il va falloir des plans qui soient véritablement imposés si on veut que les choses changent. Quand on voit que des gens... alors, il y a plein de méthodes. Hein, on peut taxer les gens qui consomment beaucoup d'eau par rapport à la moyenne, avec peut-être des tranches de facturation, pourquoi pas, pour les particuliers. Moi, ça peut vous paraître très autoritaire, ce que je dis là. Mais est-ce que vous croyez que la pédagogie va suffire? Moi, je ne pense pas. En tous les cas, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Chez nous, on sait d'avance combien on peut ou on ne peut pas consommer d'eau minérale. Et cette consommation, c'est elle qui régularise, parce qu'en fonction de notre débit, nous avons un nombre de patients, enfin de gens qui viennent faire des cures, qui forcément
limité qui est lié à cette quantité d'eau. Si nous n'avons pas, à partir d'une certaine quantité, on ne peut plus accueillir de curistes. Alors, je pense que c'est un exemple intéressant. Donc bien vous n'êtes pas impacté, vous n'êtes pas impacté sur la sécheresse directement liée aux soins thermaux, mais vous êtes impacté en tant que station touristique. Bien évidemment, d'autant que nous développons de plus en plus l'activité touristique dans nos stations. On a de nombreux atouts, on développe beaucoup le bien-être notamment, le plus souvent avec de l'eau thermale, dans la limite de ce qui est autorisé, je le précise. Mais enfin, c'est souvent une eau qui est chaude, très agréable. Et donc, je pense que, de toute façon, nous avons aussi, en tant que station touristique, les mêmes contraintes que n'importe quelle station touristique. Hein. Et demain matin, nos clientèles d'hôtellerie ou de camping, elles utilisent de l'eau de réseau. Donc là, on retombe dans le cas général. Alors, on va donner la parole effectivement à la salle. Juste une réponse, enfin une question. Cette eau de grande profondeur, donc elle est autour de 800 ou 1000 mètres. Est-ce qu'elle est, pour l'instant, elle est dans quel état elle est ? Dans quel état elle est ? Alors, je ne peux pas vous donner une réponse qui va s'appliquer à chacune, mais il faut comprendre que plus c'est profond, plus l'inertie sera grande. Il faut vraiment comprendre que des aquifères, donc les aquifères sont les roches poreuses qui sont capables de retenir et de transmettre de l'eau, ont des dynamiques de recharge qui sont différentes selon plein de facteurs. Mais toujours, dès que c'est très profond, on a des inerties. Et donc, moi, je suis interpellée par ce qui vient d'être dit, parce que, en fait, vous n'êtes peut-être pas concerné directement, impacté, mais par contre, il y a une chose dont on est à peu près sûr, c'est qu'en cumulant des sécheresses, et notamment sur les aquifères, ces mêmes aquifères auront du mal à se recharger. En fait, il va falloir du temps. Et ça, c'est beaucoup d'hydrogéologues qui le disent. Les aquifères qui sont très profonds, autant les aquifères en surface, qu'on dit inertiels, qui ne sont pas justement inertiels, qui sont dynamiques, vont, à la prochaine pluie, se recharger très rapidement. Par contre, ceux qui sont très profonds, justement, vont mettre du temps pour se recharger. Donc, si vous n'êtes pas impacté, vous, en tout cas, l'aquifère l'est, et ce n'est pas forcément l'affaire d'un type d'usage, mais c'est l'affaire de tous. Donc là, je reviens à ce que disait Heidi tout à l'heure, mais il y a des responsabilités qui sont partagées par tous les usagers, et l'idée, c'est de chacun fasse sa part, quoi. Merci beaucoup pour vos... Maintenant, vous allez répondre aux questions, effectivement, ou en tout cas aux commentaires que Clémentine va nous relayer. En effet, Sandrine, ça se bouscule au standard ce matin. Alors, première question, est-ce que les cuves de récupération d'eau de pluie qu'on pourrait installer dans des hôtels, dans des campings, est-ce que c'est une bonne solution, ou est-ce que c'est problématique que cette eau, finalement, ne s'infiltre pas dans la terre ? Peut-être Charlène, la réponse ? La question, je vais retourner la question, c'est pour quel usage pour quel besoin, pourquoi est-ce qu'on a besoin de récupérer l'eau de pluie ? Est-ce que c'est pour, par exemple, répondre à des besoins qui ne nécessitent pas une qualité d'eau potable, hein, j'entends là l'irrigation des espaces verts, le lavage, voilà, tout ça c'est possible, et ça peut être une bonne idée. Quand en pleine sécheresse, on ne peut pas utiliser les réseaux d'eau potable, c'est une bonne idée. Par contre, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Est-ce que c'est pour répondre à des besoins qui ne sont pas forcément essentiels, ou est-ce que c'est pour recréer une certaine biodiversité, une certaine vie, voire même, pourquoi pas, créer des potagers qui peuvent aussi permettre de sensibiliser les touristes. En fait, il y a plein de choses qu'on pourrait faire et qui serait vraiment très intelligente, et je pense que d'une manière générale, alors faut dimensionner le truc, hein, mais c'est entre stocker 1 ou 2 mètres cubes par la récupération de l'eau de pluie, sachant que on est dans une région qui bénéficie d'une bonne pluviométrie, je ne pense pas que l'impact, même cumulé, soit très significatif. Mais par contre, c'est plus l'idée derrière, qu'est-ce qu'on en fait, et le faire en bonne intelligence. Voilà. Oui, alors juste je pense que dans la gestion de l'eau, hein, il y a des cas de figure qui peuvent être très différents selon les territoires. Alors moi, je vais répondre sur le cas de la Vendée. La Vendée, c'est très rural.
la couverture en nombre de toits, c'est 0,5% à peu près de la surface du territoire. Et le ratio de l'eau potable consommée par rapport à la totalité des précipitations, il est infinitésimal. Hein. Et donc oui, ça vaut le coup de mon point de vue, effectivement, si c'est pour les usages du quotidien, type arrosage, jardin potager, etc. Là, vous allez consommer une eau qui vient directement du ciel, parce qu'il faut savoir qu'une eau potable du réseau, elle n'est pas neutre en impact carbone et en impact énergétique. Hein. Alors, elle est plus neutre que l'eau que vous allez avoir en bouteille, beaucoup plus neutre. Mais par contre, on estime à peu près qu'un mètre cube d'eau potable, c'est 1 kWh d'électricité consommée pour la production et la distribution. Vous ajoutez à cela les réactifs dont on a besoin en usine, les charbons actifs, etc. C'est aussi des consommables qu'on a besoin de faire venir, de produire, etc. Donc, quand on peut substituer l'eau potable par de l'eau de pluie, c'est bien de le faire tant qu'on ne crée pas un nouveau besoin. Par contre, j'ajoute juste qu'il faut avoir une petite vigilance sur la consommation de cette eau. Donc boire de l'eau de pluie, il y a des risques sanitaires qui existent et là-dessus, il faut être extrêmement vigilant par contre. Peut-être juste rappeler l'échelle à laquelle travaillent les parlements de l'eau dont tu as parlé tout à l'heure. On a 2 types de parlements de l'eau. Il y a quelque chose qui existe pour tout le monde, ce sont ce qu'on appelle les comités de bassin à l'échelle des 6 grands bassins hydrographiques en France, plus les DOM-TOM. Donc là, on est à des échelles très très larges, hein, sur tout le bassin du Rhône par exemple, et là on a 200 membres dans les parlements de l'eau. C'est des échelles qui sont énormes et très peu accessibles, finalement on ne peut pas rentrer comme ça. Et après il y a les petits parlements de l'eau qui sont à une échelle territoriale, et ça peut aller de 500 km² à 2000 voire 5000 km², c'est à l'échelle des bassins versants. Vous savez, c'est ces cuvettes, en fait, c'est l'unité de base en hydrologie, ces cuvettes qui permettent de collecter toutes les eaux de pluie, de ruissellement et créer les rivières. Donc il n'existe pas partout malheureusement. Alors la volonté du gouvernement, c'est d'en faire partout et c'est super, mais il faut savoir que les parlements de l'eau, les petits parlements de l'eau, ils mettent à peu près 10 ans à se former. La concertation demande du temps et des études, et c'est pour ça qu'il est urgent de les créer quand ils n'existent pas. Merci. Quels éco-gestes individuels ont vraiment un impact non négligeable sur la consommation d'eau? Autrement dit, est-ce que pipi sous la douche, ça suffit? Alors là-dessus, je veux bien répondre parce que la question, je crois, porte en particulier sur les résidents et les touristes. Pour nous, c'est la douche. Hein. C'est vraiment le temps de douche qui est le premier éco-geste, et c'est là-dessus qu'on communique en priorité. La durée de douche de 4 minutes maximum, réduire son temps de douche d'1 minute quand c'est possible, mettre une chanson pendant la douche. Pourquoi? Parce qu'on estime, alors c'est une étude qui est un peu vieille, mais que dans la salle de bain, un particulier consomme 40% de l'eau dont il a besoin. Et la douche, c'est le moment récurrent. Vous consommez 10-15 litres par minute. Donc si vous prenez une douche de 10 minutes, vous pouvez arriver à 150 litres d'eau par jour. On a fait un petit calcul en Vendée, et c'est un des messages qu'on véhiculait. Si chaque touriste passe 1 minute de moins sous la douche par jour, on économise 540 millions de litres d'eau. Donc ce petit geste individuel de réduire son temps de douche, c'est ce qui a le plus gros impact. Et ça fait partie, juste sur cette campagne, quand on part en vacances à la plage, on prend plus de douches que d'habitude. Alors en Vendée, on a supprimé il y a longtemps les douches de plage, mais aussi on s'est amusé à faire la promotion d'un éco-geste qui est basé sur une balayette de plage, pour dire justement aux gens, plutôt qu'à de venir avec de l'eau pour vous rincer les pieds quand vous sortez de la plage, ou rincer le surf, ou rincer le matériel de plage des enfants, utilisez plutôt une balayette. Ça paraît tout bête, mais beaucoup de gens ne le font pas. Et donc c'est pour nous, sur le temps de douche, que l'éco-geste individuel est le plus important. Et M. Béraud parlait de contraintes, par exemple. Est-ce que c'est le genre de choses dans les campings ou autres, on pourrait avoir des jetons et au bout d'1 minute, 2 minutes, pof, ça s'arrête et il faut faire en 2 minutes. Est-ce que c'est le genre de contrainte, ou dans les hôtels, on pourrait créer vraiment de la contrainte d'une manière ou d'une autre? Alors ça existait beaucoup, ça existe encore. Et après, la tendance, je ne la connais pas précisément de manière chiffrée, mais on parle du camping de manière générale souvent. Mais il faut savoir qu'il y a des campings. Il y a des campings très différents, entre le camping qui va être un peu un écolieu, dans une démarche où on va faire le choix, on en est en Vendée, de ne pas avoir de piscine par exemple. Et donc d'offrir un hébergement en disant vous avez une très grande piscine qui s'appelle la mer, qui est juste à côté, donc pourquoi bénéficier d'une piscine dans le camping? Et vous avez des campings comme ça où vous allez avoir un jeton. Après, il y a d'autres campings qui sont plus réticents parce qu'on a l'impression d'enlever un service à l'habitant. Mais de plus en plus, quand même, les usagers
sont en attente aussi d'un tourisme responsable, d'un tourisme durable, et notamment tous les touristes qui viennent des pays du Nord observent et choisissent parfois leur lieu d'hébergement en fonction de critères qui peuvent être écologiques. Petite anecdote personnelle que je partage, c'était en 2023, on n'est pas... J'étais dans un camping justement qui mettait des panneaux dans les douches en disant n'hésitez pas à faire couler l'eau pour qu'il y ait l'eau chaude qui arrive. Et c'était impressionnant, je me dis mais on est dans un monde qui se réchauffe où la sécheresse est de plus en plus dure et on demande aux gens d'allonger le temps de douche justement pour faire revenir l'eau chaude. Il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là aussi. À titre professionnel, moi j'ai vu plusieurs hébergements pratiquer une méthode qui consiste à couper l'eau chaude au bout de 4 minutes, c'est-à-dire sous la douche. Mais les gens sont prévenus, hein, c'est pas une mauvaise surprise. Mais du coup, ça veut dire que le temps de douche est très limité. Et après, il faut attendre 10 minutes pour que l'eau chaude revienne. Donc l'eau froide va continuer à couler, donc ça impose les gens à se dépêcher de prendre la douche, tout simplement. C'est la contrainte. C'est une bonne contrainte. Ouais. Question un petit peu plus politique. Pourquoi n'avons-nous pas différents tarifs de l'eau ? Pourquoi l'eau est au même prix ? L'eau qu'on consomme, l'eau dont on a besoin pour vivre, versus l'eau de loisir pour remplir sa piscine ou laver son SUV ? Alors très rapidement, après je vous laisserai. En fait, il y a ce qu'on appelle le projet de tarification progressive, sociale et progressive de l'eau, qui est porté par le plan eau. Il y a certaines collectivités qui l'ont mis en place, qui l'ont expérimenté depuis quelques années, et je crois que les retours d'expérience sont très bons. Donc je laisserai la parole. C'est une question hyper complexe, la question du prix de l'eau. Et d'ailleurs, on ne devrait pas parler de prix de l'eau, mais du prix de la production et de la distribution de l'eau, hein, parce qu'on ne paye pas l'eau, mais on paye sa production et sa distribution. Il y a effectivement des collectivités qui ont mis en place soit des tarifications sociales, soit des tarifications progressives. Aujourd'hui, il n'y a pas un tarif de l'eau en France, hein. Il y a un tarif de l'eau par collectivité organisatrice du service de l'eau. Et donc, vous pouvez très bien avoir un tarif communal, un tarif intercommunal, ou en Vendée, un tarif qui est valable dans tout le département. Sur la progressivité, il faut savoir quand même une chose. Moi, je mets toujours un petit bémol. Vous prenez quelqu'un qui habite à Noirmoutier, qui a une résidence secondaire, qui va avoir payé 500 000 euros, et qui va avoir une piscine de 40 mètres cubes. Si vous passez le mètre cube de 2 euros à 4 euros, le remplissage de piscine passera de 80 à 160 mètres cubes. Est-ce que cette personne qui a une résidence secondaire à Noirmoutier va pour autant ne pas construire de piscine ? Donc le tarif de l'eau, pour qu'il soit incitatif, il faudrait vraiment qu'il soit beaucoup plus élevé, et donc ça pose des contraintes par rapport à des publics, à des familles nombreuses, etc. Et aujourd'hui, on n'a aucun moyen, nous, services publics de l'eau, de savoir quel va être l'usage du particulier derrière. Est-ce qu'il va consommer l'eau parce qu'il a 4 gamins ou parce qu'il a une piscine ? Ça, on ne le sait pas, on a un compteur qui nous indique un index. Donc ça peut paraître une bonne idée, mais il y a quand même beaucoup de contraintes derrière. Non. Le problème des piscines, oui, le problème des piscines qui ne consomment pas forcément d'eau, me disait M. Béraud, mais beaucoup pour le recyclage, en fait. C'est pour nettoyer l'eau. Ouais. Justement, sur cette question des tarifs, Gauvin, est-ce qu'on peut imaginer, maintenant qu'on a de plus en plus de données pour les hébergements, de faire des tarifs différents en fonction de la consommation de l'hébergement ? Ça paraît vraiment complexe. Après, nous, par exemple, en Vendée, on a un cas particulier. On a une tarification spécifique dans les campings. C'est-à-dire les mobil-homes payent un abonnement spécifique. On appelle ça le tarif grand confort, je crois, sur l'hôtellerie de plein air. Mais après, ça devient très complexe de créer des sous-tarifs. Et aujourd'hui, nous, on se dirige plutôt, mais alors c'est pas encore tout à fait acté, mais vers une tarification saisonnière, en fait, puisque notre problème est en été. L'idée serait de dire, l'eau est plus chère quand elle est rare, et il faut faire attention davantage en été. Il faut faire attention toute l'année, mais il faut faire encore davantage attention en été quand cette ressource est rare, qu'en hiver où elle est relativement abondante. Et l'idée derrière, c'est de faire participer les secteurs touristiques au financement du service public d'eau potable qui sert à l'intégralité des usagers. Mais alors, quel genre de solution on peut aussi trouver ? Parce que moi, hier, il y avait un workshop de Savoie-Mont-Blanc, justement, à Paris, et il y avait des gens en station qui me disaient, l'été dernier, avec les restrictions, il y a eu des restrictions d'eau, ici, vraiment dans les montagnes, et par exemple, pour l'activité VTT ou autre, ils ne pouvaient plus nettoyer leurs vélos. Les vélos liés à l'activité. Donc, quand ça revient plein de boue ou quoi, les vélos, donc voilà, c'est peut-être marginal, mais ça va poser vraiment des problèmes comme ça.
Oui, en fait, on a été baigné dans l'abondance. On pensait qu'on allait toujours avoir de l'eau en bonne quantité pour répondre à tous nos besoins, mais il va falloir comprendre aussi que ça va passer par une réduction des demandes, des besoins. C'est la Cour des comptes qui le dit, c'est pas moi. Donc c'est vraiment la sobriété et comprendre que tous nos usages vont devoir s'adapter à cette ressource en eau qui diminue et qu'on va devoir partager ce qu'on a sur le territoire. J'en reviens sur cette question du prix de l'eau. Il existe des études qu'on appelle élasticité-prix qui permettent de dire, sur tel tarif, on arriverait à faire tant d'économies d'eau. Ce dont on se rend compte avec le recul, avec toutes ces études, c'est qu'on a quand même atteint un palier, je pense, sur la question de l'eau potable, où on voit, d'une manière générale en France, il y a une plus grande prise de conscience des usagers, d'une manière générale, mais ce n'est pas le cas partout, évidemment, et qu'il y a une baisse de la demande en eau potable parce qu'il y a une meilleure prise de conscience, parce qu'il y a un peu des efforts de sensibilisation, etc. Très bien. Il y a maintenant un vrai sujet sur les rendements d'eau potable. Donc, quand on sait qu'on perd 1 milliard de mètres cubes par an dans les fuites de réseau, c'est un vrai sujet. Il y a la question de l'aménagement du territoire, on en parle très peu, mais effectivement, si on continue encore à grignoter sur les territoires, sur les terrains agricoles et naturels qui font des stocks des sortes de tampons en fait hydrauliques, grâce à eux, on peut ralentir ces ruissellements, etc. Donc on recharge les aquifères aussi. Il faut vraiment là dézoomer. Je vous invite vraiment à dézoomer et à dire finalement l'eau, c'est pas que l'eau potable, c'est aussi tous les autres usages dont on parle très peu. Et ça touche à la question de l'aménagement du territoire en particulier. Juste pour finir sur la partie tarification, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de répercuter ça sur le prix de la nuitée? Mettons qu'un hébergement ait des sous-compteurs partout et sache dans quelle chambre il y a quelle consommation. Est-ce qu'au final, on ne pourrait pas faire payer différents prix en fonction de la consommation? Typiquement, le client qui s'est pris 3 bains pendant son séjour, est-ce qu'il paye le même prix que le client qui a pris une petite douche de 3 minutes? Est-ce qu'on va aller sur ce genre d'évolution? Est-ce qu'à votre connaissance, ça existe déjà dans des hôtels qui pourraient le faire pour des amenities? Si tu ramènes ta serviette, c'est moins cher. Si tu ne prends pas le savon de l'hôtel, c'est moins cher. Mais pourquoi on ne ferait pas ce genre de choses sur l'eau? Non. Voilà, il se refile la patate chaude, la personne a trop envie de répondre. Du coup, ouais. De la même manière qu'il y a un minibar dans un hôtel, moi je pense que c'est quelque chose qui s'envisage. Après, on en a parlé plusieurs fois autour de la table. Ça va être aussi la manière d'accompagner, de justifier, d'éduquer en quelque sorte aussi par rapport à ces enjeux-là. Mais moi, au vu des différents échanges qu'il y a depuis que la journée a commencé, on se rend bien compte qu'à un moment donné, on va être devant le précipice, voir si on n'y est pas déjà aujourd'hui. Donc oui, il faut être sur de l'incitatif. Et à un moment donné, mettre une règle par rapport à cet usage. Et c'est vrai que ça me semble très cohérent, en tout cas. Mais vos combats à vous, c'est quoi aujourd'hui, par exemple? Nos combats à nous, aujourd'hui, c'est que l'eau soit moins consommée pour en avoir toujours plus, quoi. Mais bon, après, je veux dire, on a des problèmes de riches, quoi. C'est pour faire du bateau, du paddle. Enfin voilà, je veux dire, on n'est pas quand même sur l'usage vital de l'eau. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que par rapport au schéma sociétal de ce département, oui, indirectement, ça l'est. Mais bien entendu qu'aujourd'hui, on a bien conscience, nous en tout cas, dans le débat public et justement dans les fameux parlements de l'eau sur le pouvoir qui se joue entre les différents enjeux économiques et de population, nous on a conscience d'être un peu le petit poussé quand même, quoi. Tout à l'heure, je parlais des 200 millions de mètres cubes d'eau réservés au monde agricole. Il faut savoir qu'il y en a 50 millions à peu près qui partent dans la plaine de la Crau, qui est une plaine agricole où on fait le seul foin qui est un AOP en France, qui est vendu aux Émirats pour les chevaux. Voilà, à titre d'exemple. Donc, voilà, je ne vais pas faire de commentaires autres que celui-là. Merci pour la réponse. Petite question sur les cabinets d'aisance. Pourquoi l'installation de toilettes sèches ne se démocratise pas à tous ? Alors ça, j'en parle un peu dans le livre et j'explique un peu l'histoire des toilettes. C'est fascinant, hein, je vous encourage à aller regarder cette histoire. Il faut savoir que c'est en Angleterre qu'est apparue la première toilette. C'est un poète qui a créé les toilettes à eau et qui ont pris le pas progressivement sur les toilettes sèches parce que en fait, on a eu des problèmes de maladies hydriques
très importante, les épidémies de choléra qui ont fait des ravages. Et donc est apparue la toilette à eau comme une solution sanitaire pour éloigner ces maladies hydriques dans les villes. Donc nos villes, et à mesure qu'on va grossir nos villes, que les habitants vont se concentrer dans les grandes villes, on est obligé de passer par ces toilettes à eau. Parce que nos infrastructures se sont développées comme ça, parce qu'on a 2 réseaux, on a l'eau potable et l'assainissement, et que pour créer un autre réseau qui pourrait exister et voir le jour, mais seulement à des échelles très locales, ça coûte très cher. Et c'est qui va payer finalement le financement de ce double réseau d'eau grise pour éviter d'avoir de l'eau potable dans les toilettes. Donc il y a plein de sujets là-dessus. Une des difficultés, c'est technique et financière aussi, puisqu'en fait, si on fait venir de l'eau de pluie dans les toilettes, imaginons, c'est un manque à gagner pour la collectivité, puisque c'est de l'eau qui n'est pas de l'eau potable, et donc en fait notre facture d'eau elle est appuyée là-dessus. Donc c'est tout un modèle économique qui est perturbé, et voilà. Donc c'est pas forcément la solution. Par contre, on peut envisager de mettre des bouteilles ou des sacs de sable dans les cuvettes pour diminuer. Enfin, il y a plein de petits leviers comme ça. Et sur des nouvelles installations, des nouvelles infrastructures, on peut faire un double comptage en utilisant soit l'eau de pluie, soit les eaux qui sortent des l'évier et des douches pour les mettre dans les toilettes. Mais ça demande un peu de technique là-dessus. Merci. Une dernière question pour Gauvin sur l'exemple de Vendéo qui parle d'expliquer de manière positive et engageante la problématique de l'eau. Comment fait-on pour avoir un discours positif et engageant sur de tels sujets? Est-ce que tu as des exemples concrets sur la manière dont le sujet est abordé? Alors, dans le cas précis de notre campagne de communication et de sensibilisation qu'on a menée cet été auprès des touristes, pourquoi on parle de communication engageante? Parce que on est dans le constat, alors certes un peu catastrophiste, de la raréfaction de la ressource en eau, mais par contre, on est dans un discours où on dit si chacun agit à son échelle, sans contrainte particulière, on n'interdit pas aux gens de se laver ou d'aller aux toilettes, mais on peut arriver tous ensemble à des résultats de manière très rapide et de manière très visible. Et c'est ça qu'on dit de manière positive et engageante, c'est-à-dire de dire si tous ensemble on s'y met, on peut, avec quelques éco-gestes, alors plus on va loin, mieux c'est, mais déjà quelques éco-gestes de base, on peut arriver à des gains énormes. Alors il y a une estimation du CIO, pareil, je ne sais pas de quand datent les chiffres, mais en se mettant à pratiquer quelques éco-gestes simples à la maison, un foyer économise en moyenne 25% de sa facture d'eau. Donc si demain, nous particuliers qui représentent à peu près 80% des consommations d'eau potable sur la Vendée économisent un quart, vous voyez que ça représente tout de suite un volume important et qu'on a une partie du problème qui est réglée. Alors je parle des particuliers, c'est valable aussi pour les industriels, etc., mais où les éco-gestes sont beaucoup plus complexes à véhiculer, parce que allez voir un industriel agroalimentaire et apprenez-lui les éco-gestes qu'il doit pratiquer sur son process de fabrication, il est plus expert que vous pour en parler, et lui-même dans une optique économique, il cherche déjà à économiser la ressource en général. Mais donc chez les particuliers, on a vraiment cette idée de dire si on fait tous ensemble, on peut y arriver, et y arriver de manière immédiate. C'est un peu, alors si je devais faire une comparaison, le réchauffement climatique, les émissions de CO2, il y a un effet d'inertie énorme. Dans le domaine de l'eau, par contre, si aujourd'hui on se met tous à consommer moins, très vite, il y a une ressource disponible en plus qui est là, et qui est là aussi, il faut le rappeler, pour le grand cycle de l'eau, parce qu'on a toujours notre vision humaine de l'eau. Je rebondis sur ce qui a été dit au début. Nous, l'idée, c'est de prendre la partie dont on a besoin et de la restituer ensuite au grand cycle, parce que c'est important que ce grand cycle puisse fonctionner correctement avec la biodiversité, la faune, la flore qui se porte bien. Et pour dire encore un mot peut-être positif, toi Charlène, tu as une association, tu as cofondé une association d'hydrologie régénérative. Alors on connaît maintenant le terme aussi de tourisme régénératif. Alors qu'est-ce que c'est que l'hydrologie régénérative? Alors c'est tout autre chose que le tourisme et l'économie régénérative. L'idée, c'est de ralentir le cycle de l'eau qu'on a accéléré, comme je disais, par l'aménagement du territoire et par le changement climatique. Donc là, on s'adresse en particulier aux agriculteurs, mais aussi aux élus, pour les aider, les accompagner à concevoir une nouvelle façon d'aménager le territoire, c'est-à-dire construire des ouvrages d'hydraulique douce
en travaillant autour du vivant, autour du végétal. En fait, on va ralentir, répartir, infiltrer les eaux de pluie et de ruissellement à la parcelle, dans les sols qui doivent être réhydratés et recréer des paysages aquatiques. Et ça, on s'inspire en fait tout simplement de l'Australie, du Canada et plein d'endroits qui ont mis ça en place et qui, dans le désert, grâce à cette petite cuvette, grâce à des petites baissières, des jardins de pluie, et en plantant des arbres, des haies, on voit l'eau revenir sur les paysages. L'arbre est un formidable capteur et générateur de pluie, donc les arbres seront nos principaux alliés. Et on s'appuie là-dessus, nous. L'hydrologie régénérative, en gros, c'est travailler sur les cheminements de l'eau sur un paysage, travailler sur les sols. Plus les sols sont vivants, ils ont de la vie dedans, il y a de la matière organique, ça grouille, et plus ce sont des éponges et sont capables d'absorber cette pluie, et travailler sur les arbres qui sont capables de recycler l'eau de pluie. Donc en fait, on est là pour apporter des solutions techniques et on va mener des expérimentations à l'échelle de plusieurs territoires. Dans le Rhône, le Grand Annecy va en faire partie. À l'échelle d'un sous-bassin, on va redesigner complètement les parcelles, accompagner les agriculteurs pour replanter des haies, remettre des mares, recréer ces baissières et travailler en diversification agroécologique pour justement économiser l'eau et éviter de construire ces fameuses méga-bassines. Voilà. C'est terminé pour les questions. Merci beaucoup. Un petit mot de la fin, chacun. Allez. Petit mot de la fin, voilà, je pense qu'on peut finir en tout cas de notre côté sur une note positive et juste aussi vous expliquer pourquoi nous, Vendéo, on incite aux économies d'eau. Alors il y a bien sûr après les convictions personnelles, on pourrait se dire, nous on vit de quoi? On vit que de la facture d'eau, hein. L'eau paye l'eau, c'est un peu la manière d'expliquer comment est financée l'eau. Donc nous, on incite les gens à nous fournir moins d'argent en incitant aux économies d'eau. Pourquoi? Parce que justement, les mètres cubes supérieures, on va dire les tranches supérieures dont on pourrait avoir besoin si les consommations augmentent, ce sont celles qui coûtent le plus cher, parce que ce sont celles qu'on n'a pas, où on sera obligé de faire du dessalement ou des choses comme ça. Donc petit à petit, de plus en plus de collectivités, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, tout le monde n'incite pas aux économies d'eau, mais de plus en plus de collectivités locales vont se mettre à inciter aux économies d'eau, parce que toutes vont se rendre compte effectivement que c'est un enjeu aussi économique, pas que écologique, c'est aussi un enjeu économique important, et que si tous ensemble on ne fait pas des efforts dans ce sens-là, à un moment donné on va se retrouver avec de gros problèmes économiques en plus des problèmes écologiques. Rapidement, moi je pense que ça rejoint des propos qui ont déjà été tenus aujourd'hui, mais je pense qu'aujourd'hui il est grand temps que la société civile soit à l'écoute des scientifiques. Ça fait 40 ans qu'on nous alerte sur tous ces sujets, au-delà de la gestion de l'eau d'ailleurs, et donc voilà, comme le disait notre collègue ce matin, votons et vraiment soyons vraiment au soutien de nos scientifiques, ceux qui portent une parole crédible et sincère, de manière à pouvoir porter ces sujets au premier plan. Il a le micro. Oui, alors, bon, je pense que tout a été dit. Hein. Ce que je voulais peut-être dire, c'est qu'il faut, quoique dans toute politique, il faut pouvoir mesurer les effets d'une politique. Donc il faudra pouvoir observer de manière scientifique les résultats des décisions qui pourront être prises au plan politique, parce que ce sont des décisions politiques et la difficulté, on le voit bien, c'est de mettre tout le monde d'accord. Hein, quand on voit comment ça se passe au niveau international, au niveau français, on reste avec nos problèmes, on peut peut-être en régler un certain nombre dans notre législation, mais il faut mettre en place des outils de mesure. Je pense que ça me paraît extrêmement important qu'il y ait un observatoire qui soit mis en place là-dessus. Et moi, terminer là-dessus. En fait, on a vraiment besoin de tout ça et on a besoin de comprendre. Je pense qu'on est tous en demande d'information et de formation aussi. Donc moi, c'est pour ça que j'essaye de transmettre des messages. On a développé une formation, un MOOC en ligne sur Sator, S-A-T-O-R, voilà. Et l'idée, c'est d'engager tout le monde dans cette aventure de l'eau et de vous reconnecter à votre rivière. Essayez de comprendre comment fonctionne votre rivière et comment vous pouvez la protéger. Moi, le grand message que j'ai à vous donner, c'est que vous pouvez tous et toutes devenir des gardiens et des gardiennes de ces rivières. Et ce n'est pas que pour vous, vous le faites aussi pour tout le monde et aussi les futures générations.
Voilà, donc merci. Merci. Tu peux redonner le site? Sator, S-A-T-O-R. S-A-T-O-R. Et donc, c'est le MOOC sur les enjeux de l'eau. C'est un format de 10 heures en 20 épisodes, comme un Netflix un peu, où, avec plein d'images, de schémas, c'est hyper bien fait. Et en fait, on a monté ce cours pour que en fait, tout le monde puisse comprendre, des citoyens, des collaborateurs, des élus. Et voilà, s'intéresse et dégrossit le sujet, quoi. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir fait le déplacement, d'être venu témoigner. Merci beaucoup Charlène. Et merci à vos questions. À tout à l'heure.